Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour tout le monde, je suis David Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai ce 16e épisode du podcast L'allumeur de Réverbère. Pour cet épisode, nous avons voulu nous détourner un peu de l'écume de l'actualité pour prendre un peu de recul et nous intéresser à un sujet un peu trop délaissé par les médias, à savoir la réforme de la politique agricole commune. Alors, pour rappel, cette réforme est entrée dans sa dernière étape avec, nous y reviendrons, l'adoption du plan stratégique national, qui est la déclinaison à l'échelle de la France de la feuille de route européenne de la PAC 2021-2027. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous nous sommes rendus le 2 mars dernier au Salon international de l'agriculture au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, à la rencontre de Mathieu Courgeot, paysan de métier en Vendée et président de Pour une autre PAC, une plateforme française qui regroupe un vaste ensemble d'organisations de la société civile. Petit avertissement, le contexte de l'enregistrement n'a pas été optimal du fait du bruit de fond, celles et ceux qui ont déjà été au Salon de l'agriculture le comprendront parfaitement. On espère que l'écoute reste appréciable et n'empêche pas la bonne appréhension du sujet. Sans plus tarder, je vous laisse avec Mathieu Courgeot, il ouvre cet entretien en présentant brièvement son activité agricole et en décrivant la plateforme Pour une autre PAC, avant de faire un historique de la politique agricole commune et de nous décrire la réforme en cours. Très bonne écoute! Eh bien, donc moi je m'appelle Mathieu Courgeot, j'ai 37 ans, je suis éleveur laitier en Vendée. Donc, actuellement sur la ferme on a des vaches laitières, on a 70 vaches laitières, donc on produit à peu près 1000 litres de lait par jour. On est 3 à travailler sur la ferme, donc avec Grégoire, mon cousin, et puis Margot, notre salarié. Donc on produit du lait avec des vaches qui vont à l'herbe beaucoup, et puis on fait un petit peu de maïs, un petit peu de céréales. Moi je me suis installé il y a un peu plus de 10 ans sur cette ferme après un parcours d'ingénieur en agriculture. Donc c'est une ferme familiale, avant c'était mon père, mon grand-père, etc. Alors la ferme est en bio depuis plus de 20 ans. Et donc je suis président de la plateforme Pour une autre PAC, qui est une plateforme qui demande une réforme profonde, ambitieuse de la politique agricole commune. Donc on est 45 organisations aujourd'hui, avec des organisations de protection de l'environnement et de bien-être animal, des organisations agricoles, des organisations de solidarité internationale et enfin des organisations de citoyens consommateurs. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment la synthèse entre agriculteurs et environnement et citoyens pour vraiment reconstruire des modèles agricoles, des modèles alimentaires qui permettent de relever les grands défis de la décennie à venir, que ce soit sur le revenu des paysans, que ce soit sur le renouvellement des générations d'agriculteurs, parce qu'il y en a la moitié là, qui vont arriver à la retraite dans les 10 ans, sur la protection de l'environnement. L'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Sur la crise de la biodiversité, où on sait que par exemple les pesticides et la disparition des haies ont un rôle majeur. Sur aussi la précarité alimentaire. Aujourd'hui, il y a 5 à 7 millions de nos concitoyens qui font appel à l'aide alimentaire. Sur aussi les rapports avec les paysanneries du Sud. Aujourd'hui, on sait que nos exportations de poudre de lait, par exemple, clairement, elles mettent en difficulté nos collègues paysans d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est qu'un exemple. Tous ces enjeux-là, on essaye de les mouliner et de proposer une évolution des politiques publiques, en l'occurrence la politique agricole commune, qui permettent de relever l'ensemble de ces défis. Donc la PAC, c'est la politique agricole commune, donc c'est la politique agricole européenne sur les 27 pays des États membres de l'Union européenne. C'est la plus grosse politique européenne, c'est un gros tiers du budget de l'Union européenne, donc on voit bien que c'est une politique qui est conséquente, et c'est la seule politique qui est complètement intégrée au niveau européen. En France, pour donner juste un chiffre, c'est 9 milliards d'euros par an
qui arrive principalement pour les agriculteurs. Et donc c'est une politique qui est extrêmement structurante sur les évolutions des modèles agricoles. Et c'est pour ça que nous, en tant que collectif d'organisation, on s'attelle vraiment à essayer de réformer cette politique agricole, parce que c'est ça, au final, qui est le déclic pour faire changer les pratiques des agriculteurs et relever tous ces défis qu'on a pu évoquer. Et après, sur l'historique, la PAC, c'est une des politiques pionnières de l'Union européenne. Ça a été mis en place avec le traité de Rome en 58, la PAC c'est 62. Ça a commencé d'abord par un rôle de régulation sur les marchés. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait produire. Donc c'est comment est-ce qu'on garantissait aux agriculteurs un prix relativement élevé pour les inciter à produire, pour vraiment alimenter l'Europe. Donc là, on a eu cette phase-là entre les années 60 et les années 80 qui était vraiment avec des prix garantis aux agriculteurs pour accroître les capacités de production, faire plus de blé, faire plus de lait, faire plus de fruits et légumes. Puis après, on est passé dans les années 80 sur des moments d'excédent où on s'est retrouvé avec des montagnes de beurre, on s'est retrouvé avec des montagnes de céréales dont on ne savait plus quoi faire puisque la PAC avait tellement bien rempli son rôle qu'on produisait trop. Donc là, on a commencé à mettre en place des politiques de subventions aux exportations, par exemple, qui ont complètement déstabilisé les agriculteurs du Sud, en Afrique, en Asie, etc. En constatant que ça marchait quand même, c'était pas suffisant, on a aussi mis en place un certain nombre d'outils de régulation de marché qui cantonnaient la production. Par exemple, en production laitière, on avait ce qu'on appelle des quotas. Donc chaque exploitation ne pouvait pas produire plus de 100 000, 200 000, 300 000 litres de lait par exploitation. Ça, c'est pour le lait. Pour les céréales, on a mis ce qu'on appelle en place des jachères. Donc tous les agriculteurs, les céréaliers étaient obligés de mettre une partie de leur terre en jachère pour ne pas produire trop de céréales. Donc voilà, on a eu cette étape-là dans les années 80. Et puis en parallèle, on a eu, à partir des années 80 aussi, l'évolution de la libéralisation du commerce international avec notamment la mise en place du GATT, puis la création de l'OMC, de l'Organisation mondiale en 95. Et donc, sous cette pression de libéralisation internationale, le soutien au prix n'était plus considéré comme étant quelque chose qui était dans les canons de la libre concurrence. Donc on a enlevé ça pour mettre des aides qui étaient à l'hectare de blé, qui étaient au litre de lait, qui étaient au kilo de viande. Donc ça, c'est la période des années 90 jusqu'aux années 2000, où là encore, sous la pression de l'Organisation mondiale du commerce, on a considéré que même ce type de soutien n'était pas considéré comme étant intéressant de la point de vue de la libre concurrence. Donc là, on a choisi de découpler complètement les aides de la production. Ce qui fait que depuis les années 2005, on a des aides qui sont à l'hectare, quelle que soit la production sur ces hectares. Donc 1 hectare de céréales vaut 1 hectare d'herbe, même si on fait du mouton, du lait, etc. Donc aujourd'hui en France, en Europe, on a cette politique d'aide à l'hectare. Ce qui est pour nous un des critères les plus stupides en fait de distribution d'argent public. Pourquoi est-ce que c'est stupide ? Parce que ça encourage plutôt la concentration des fermes, ça encourage plutôt la simplification des pratiques agricoles, alors que si on encourageait beaucoup plus les agriculteurs qui se lancent par exemple ou qui font des efforts pour l'environnement, si les subventions de la PAC étaient proportionnelles aux efforts rendus pour l'environnement, si on avait des aides qui étaient beaucoup plus liées au nombre de paysans qui étaient sur les fermes, tous ces défis-là qui sont à nos yeux primordiaux, ça permettrait de relever ces défis-là, le fait de passer des aides à l'hectare vers des aides de ce qui compte vraiment, le nombre de paysans dans les territoires et la transition agroécologique. Aujourd'hui, donc la PAC, elle est constituée de 2 piliers et d'un 3e outil qui est tout ce qui est autour de la régulation des marchés, qui est aussi un aspect que nous on a essayé de travailler pour justement redonner du revenu aux producteurs. Ça passe aussi par la régulation des marchés agricoles et il y a aussi ça dans la PAC. Et si je reviens sur mes 2 piliers, donc il y a effectivement le premier pilier de la PAC qui est ce gros pilier des aides à l'hectare, qui est à peu près 75% des 9 milliards d'euros qui arrivent par an. Donc ça c'est le mastodonte qui encourage plutôt la concentration des exploitations, la simplification des pratiques. Donc la PAC c'est un gros tiers du budget européen et dans ce tiers du budget européen, les 3 quarts c'est sur ce premier pilier. Exactement. Principalement des aides à l'hectare. Et puis après, on a le 2e pilier de la PAC qui a été rajouté dans les années 2000 avec la montée des préoccupations environnementales, de développement rural. Et donc ce 2e pilier de la PAC, aujourd'hui, il est à peu près à 25% du budget, alors que c'est vraiment ce pilier-là qui encourage beaucoup plus la transition agroécologique, la conversion à l'agriculture biologique, qui permet aussi aux territoires montagneux en difficulté d'accéder à des financements. Et en fait, on voit bien qu'on a une véritable schizophrénie où d'un côté, on a des outils de la PAC qui encouragent beaucoup plus l'agrandissement des exploitations, les aides à l'hectare. Et de l'autre côté, on a un petit bout de l'argent, 25%, qui essaye de corriger un peu les dégâts
mais on voit bien que le combat n'est pas égal, on va dire. Et on voit bien aussi que pour les agriculteurs, je pense que c'est aussi une partie de ça qui explique qu'on a du mal à dépasser cette opposition environnement-agriculture parce que justement on a ces deux types d'accompagnement de la PAC qui sont un peu schizophréniques, il faut bien le dire. Dans le premier pilier de la PAC, le très très gros, c'est des aides directes à l'hectare, donc plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et il y a un petit bout qui concerne à peu près 13-14% du budget, donc pas grand-chose, qui est ce qu'on appelle des aides couplées, donc des aides qui sont couplées à la production. Et en l'occurrence, le gros paquet, c'est des aides qui sont couplées aux bovins, aux vaches à viande. C'est-à-dire que pour les agriculteurs qui ont des vaches à viande, ils ont 100 € par vache tous les ans. Pour des agriculteurs qui ont, comme moi, des vaches laitières, on a autour de, je crois que c'est 35 € par an par vache. Donc voilà, on a ce mécanisme-là qui vise à soutenir plutôt les productions qui sont en difficulté. Et donc on a ce mécanisme-là qui est opérant dans la PAC. La PAC, donc, c'est une politique européenne, donc la plupart des négociations se déroulent à ce niveau-là. Et le pas de temps du budget européen, c'est 7 ans. Donc on a un budget européen qui est 2021-2027 qui a été voté. Normalement, une politique agricole commune, c'est tous les 7 ans aussi. Sauf que là, avec le Brexit, principalement, on a eu plusieurs mois de retard, même année, puisqu'on a la PAC 2021-2027 va rentrer en vigueur en 2023, donc ce sera la PAC 2023-2027. Donc voilà, donc effectivement ça a 2 ans de retard. Alors c'est pas une nouveauté que ça a un peu de retard, 2 ans c'est quand même beaucoup, mais ça traduit aussi les difficultés de se mettre d'accord à 27 pays, de gérer la sortie de l'Angleterre, avec donc un budget qui a été modifié, et aussi d'autres priorités qui arrivent sur le devant de la scène européenne, les priorités internationales, etc. Où est-ce qu'on en est ? Donc le processus de la PAC, c'est un processus qui est extrêmement long. Il y a eu un premier positionnement de la Commission européenne en juin 2018. Ensuite, il y a eu le vote du budget. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le Conseil, donc le Conseil des ministres de l'agriculture européen qui s'est mis d'accord qu'après position. Le Parlement européen, donc les députés européens qu'on a élus au mois de juin 2019, qui sont aussi co-législateurs, donc qui ont aussi pris position. Et donc quand ces 3 institutions, Commission, Parlement, Conseil, ont chacun leur position, on a entamé ce qu'on appelle une phase de trilogue, donc de négociation entre ces 3 institutions, qui a abouti sur un cadre de la PAC au niveau européen. Donc ça, c'est le niveau européen. Et une des nouveautés de cette réforme de la PAC, c'est qu'on a beaucoup plus de latitude qui sera accordée aux États membres, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, on a aussi en parallèle eu, dans chaque pays, dans chaque État membre de l'Union européenne, à travailler sur la déclinaison nationale de la PAC, ce qui s'appelle les plans stratégiques nationaux. Donc, nous, en France, on a commencé à négocier il y a un peu plus d'1 an, dans l'hiver en janvier 2021. Négociations qui ont duré un peu plus de 6 mois, qui ne sont pas tout à fait finis, mais voilà, on a déblayé le gros. Vous pouvez juste préciser qui est dans les négociations ? Alors, au niveau national, dans les négociations, c'est mené par le ministère de l'Agriculture, est associé dans plusieurs ministères, le ministère de l'économie, Bercy, le ministère de l'Environnement, par exemple. Voilà, c'est les 2 principaux ministères qui sont associés. Et après, dans les phases de consultation, il y a évidemment les syndicats agricoles, il y a les organisations de la société civile comme pour une autre PAC. Il y a aussi tous les acteurs économiques qui sont, les représentants des acteurs économiques. Il y a beaucoup de monde dans ces négociations de la PAC. Les 9 milliards d'euros d'argent par an intéressent beaucoup de monde, vous en doutez bien. Alors au niveau français, effectivement, on a commencé les négociations en janvier 2021. Là, on est en train de finaliser. Donc là, les textes, le PSN français a été renvoyé à la Commission européenne pour approbation en décembre 2021. Et en fait, là, on est dans une phase où la Commission européenne doit valider les plans stratégiques nationaux, donc les déclinaisons nationales de la PAC de chaque des 28, parce que la Belgique a 2 PSN, des 27 États membres. Et donc on en est là aujourd'hui. Donc nous on a une revendication très forte par rapport à la Commission européenne, notamment, où nous on considère que le PSN français n'est pas du tout à la hauteur, et notamment des objectifs qui ont été fixés européens dans ce qu'on appelle ce qui est appelé le pacte vert,
qui a des objectifs relativement ambitieux en matière de transition agricole, de réduction de pesticides, réduction d'engrais chimiques. On va y revenir après. On y reviendra, ouais. Et donc on espère que la Commission européenne sera extrêmement vigilante et plus va pouvoir dire à la France et à d'autres États membres, parce que il y a d'autres États membres qui sont dans le cas, que le plan stratégique n'est pas suffisamment ambitieux, donc il faut revoir un certain nombre de points pour, encore une fois, donner les moyens aux agriculteurs de véritablement s'engager dans la transition agroécologique et relever d'autres défis sur le renouvellement des générations, par exemple. En fait, le ministre de l'Agriculture a entamé cette réforme en disant qu'il fallait une PAC de la stabilité, il fallait pas changer les grands équilibres de la PAC pour différentes raisons, et donc que la réforme de la PAC serait celle de la stabilité. Donc de la continuité. De la continuité, complètement. Donc de la continuité. Donc de fait, il y a dans les grands équilibres, il y a à peu près rien qui change. On continue sur une PAC telle qu'on l'avait entre 2014 et 2020, qui a été prolongée 2021-2022. Donc on va continuer sur une PAC 2023-2027, qui en gros ne changera rien. Donc on aura toujours ces mécanismes majoritaires d'aide à l'hectare. On aura toujours très peu d'outils pour accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique, et on aura toujours très peu d'outils pour accompagner beaucoup plus les petites fermes ou les producteurs de fruits et légumes, par exemple. Donc nous, c'est vraiment un regret très profond qu'on a d'avoir entamé ces négociations sur, de toute façon, ça va être un genre de statu quo. Donc clairement c'est une vraie déception pour nos organisations. Parmi les mesures qui sont censées participer au verdissement entre guillemets de la PAC, on a ce qu'on appelle les éco-régimes qui sont prévus. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ça? Alors les éco-régimes, ce sera dans le premier pilier de la PAC. C'est la grande nouveauté qui nous était promis comme allant enclencher des transitions de masse dans le secteur agricole. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la façon dont ça a été travaillé a rendu le dispositif complètement inopérant. Déjà au niveau européen, ou vous parlez de la déclinaison française? La déclinaison française. D'accord. Là, je parle de la déclinaison française, vous avez raison. Et donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, ils sont partis du postulat qu'il fallait qu'il y ait minimum 80% des agriculteurs français qui puissent bénéficier de cet éco-régime sans avoir à modifier leur pratique actuelle. Et donc, partant de ça, on se dit, mais en fait, l'ambition, elle ne peut pas être élevée. Et effectivement, elle n'est pas élevée. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était non pas d'exclure 80% des agriculteurs, et parce qu'il n'y en a que 5% ou 95% parce qu'il n'y en a que 5% qui font bien, c'est pas ça l'idée. C'est de comment est-ce qu'on construit un dispositif progressif, de dire, mais voilà, plus on fait des efforts pour la protection de l'environnement, plus on est rémunéré. Et là, c'est pas la voie qui a été choisie. On a pris un cahier des charges qui est un petit peu plus ambitieux que les pratiques, qui correspond aux pratiques actuelles. Et même si il y a une petite partie des agriculteurs qui n'y arrivent pas encore, mais qui vont y arriver très, très facilement. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait, quoi. On n'a pas du tout été sur une rémunération progressive en fonction des services environnementaux. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'agriculture biologique, qui, à notre sens, c'est une forme d'agriculture qui répond à beaucoup d'enjeux environnementaux notamment, et aussi sociaux. Les agriculteurs biologiques seront rémunérés de la même façon que l'ensemble des agriculteurs, alors qu'on considère que les efforts environnementaux peuvent être plus importants. Alors en fait, l'éco-régime, c'est un nouveau dispositif, mais auparavant, dans l'ancienne programmation 2014-2020, on avait un autre dispositif qui s'appelait le paiement vert, et qui en gros était pareil, il y avait 3 conditions à remplir pour que les agriculteurs touchent ce paiement vert, qui était aussi très simple à atteindre. Et de fait, il y a presque 100% des agriculteurs français qui ont touché ce paiement vert dès le début et qui continuent de toucher. Et donc là, on a supprimé ce paiement vert remplacé par l'éco-régime. Mais en fait, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a un autre dispositif qui est plus complexe pour les agriculteurs, qui est plus complexe pour les agriculteurs, mais qui, selon nous, va engendrer de la complexité sans vraiment inciter à changer, quoi. Là, concrètement, il faut quoi en fait pour toucher ces éco-régimes? Qu'est-ce qu'il faut modifier dans son exploitation? J'avais vu qu'il fallait réduire au maximum le labour des prairies permanentes, enherber les interrants, diversifier l'assolement, grosso modo la variété des cultures, la rotation,
fond. Donc c'est des mesures comme ça et ce que vous dites c'est dans la version française, c'est un peu l'idée de sa substance. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, au sein de l'éco-régime, on a mis tout un tas de critères qui permettent de toucher cet éco-régime. Quand on change ses pratiques agricoles, par exemple, quand on a plus de 3 cultures, par exemple, ça nous fait des points. Quand on ne laboure pas les prairies permanentes, ça nous fait des points. Quand on laisse de l'herbe dans l'interrang, par exemple en viticulture, en vigne ou en arboriculture, ça fait des points. Donc voilà, on a ce système de points qui existe, qui permet de toucher les subventions de l'éco-régime. Donc ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est sur les certifications. Donc quand on est en agriculture biologique, par exemple, voilà, on est certifié bio, donc on peut toucher l'éco-régime. Il y a une autre certification qui est la certification HVE, haute valeur environnementale, qui permet aussi de toucher l'éco-régime. C'est un label qui est concurrent du label bio, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Par principe, ces voies étaient plutôt intéressantes, mais en fait, c'est l'ambition qu'il y a à travers le système de points et à travers ce système de labellisation, où clairement le système de points, il n'est pas du tout opérant. Non, donc ça, c'est vrai que ça fait partie des revendications. Aujourd'hui, la PAC, c'est 80% du revenu agricole en moyenne. Donc c'est quelque chose qui est colossal. C'est colossal. Et en fait, ça, c'est pas acceptable pour nos organisations, y compris pour les organisations de protection de l'environnement, de considérer que le métier d'agriculteur, en moyenne, c'est 80% du revenu qui est fait par des aides. C'est quand même pas normal, quoi. Ouais. Donc il y a collectivement, on partage aussi clairement l'idée de dire qu'il faut revaloriser les prix agricoles pour permettre aux agriculteurs de vivre déjà mieux et d'être moins dépendants des aides de la PAC. Deuxième point important de la réforme de la PAC, un jeu de transfert entre les aides couplées dont on a parlé tout à l'heure pour financer de nouvelles politiques, en partie en faveur de l'indépendance protéique. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez préciser pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce qu'est l'indépendance protéique? Oui, alors aujourd'hui, en France, on importe énormément de protéines pour nourrir les animaux, notamment la volaille, donc tous les poulets, etc., aussi les porcs et aussi les vaches. Donc on apporte environ 30 millions de tonnes, surtout de soja, en majorité du soja génétiquement modifié, du Brésil par exemple, d'Argentine, des États-Unis. On importe ce soja-là parce qu'on n'est pas autosuffisant en France sur la production de protéines. Le soja, c'est de la protéine. Et donc en fait, ça c'est un objectif qui est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'à travers nos exportations de soja, ça cause plein de problèmes, notamment de déforestation, notamment parce que c'est du soja génétiquement modifié. Et donc il y a un objectif de vraiment diminuer ces importations de soja, d'être beaucoup plus autonome en protéines. Ça c'est extrêmement important. Et donc la PAC, en tant que politique agricole structurante, l'idée c'est vraiment d'accompagner le développement d'une filière protéines. Voilà, l'idée est intéressante. Moi je pense qu'il ne faut pas oublier la base qui est de rendre notamment les troupeaux de ruminants, qui sont aussi des consommateurs de soja, beaucoup plus autonomes, notamment grâce au pâturage, ce qui éviterait d'acheter du soja, puisque c'est vraiment les rations pour les vaches à base de maïs où on est obligé de donner du soja. Donc voilà, plus on met les vaches à l'herbe, moins on apportera de soja, par exemple. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont très importants à prendre en compte. Et puis après, il y a effectivement à revoir les assolements pour incorporer un maximum de protéagineux, donc de plantes qui fabriquent des protéines chez les agriculteurs. Et ça, sur ce point-là, le volet français de la réforme, est-ce qu'il répond un peu à l'objectif? Est-ce qu'il est suffisamment ambitieux? Alors, il répond à une partie des objectifs, c'est-à-dire que sur tout ce qui est objectif toute la problématique de maximiser l'autonomie des fermes, notamment de ruminants, clairement non, il n'y répond pas. Et après, sur l'augmentation de la surface en protéines, oui, il y a eu des efforts qui sont faits. Donc ça, c'est plutôt un point qui n'est pas inintéressant. Un autre point que j'avais vu au niveau de la réforme là, actuelle, c'est des aides spécifiques, comme des aides à l'agriculture biologique ou à l'installation. Alors en fait, pour l'agriculture biologique, il y a 2 dispositifs d'accompagnement différents. Il y a le premier qui est la conversion à l'agriculture biologique, qui est pour les agriculteurs qui sont en agriculture conventionnelle, qui souhaitent passer en agriculture biologique. Il y a pendant 5 ans des aides qui les accompagnent pour franchir ce pas, parce que voilà, au début techniquement c'est plus compliqué, qu'il faut souvent faire des nouveaux investissements, des nouvelles cultures, des nouvelles méthodes de travail. Donc voilà, il y a besoin d'un accompagnement financier pendant 5 ans. Donc cet accompagnement financier là pendant les 5 ans, l'aide à la conversion, il est maintenu, voire il est même renforcé sur le budget global. Donc ça c'est plutôt quelque
quelque chose de positif. En revanche, il y avait un autre dispositif qui s'appelle l'aide au maintien en agriculture biologique. Donc c'est pour les agriculteurs qui sont en bio depuis plus de 5 ans et qui était une véritable reconnaissance en fait pour les services environnementaux rendus par les agriculteurs bio. Et en fait, ce dispositif-là, il est supprimé. Il est supprimé. Donc ça, c'est pour nous un des gros points noirs de la réforme de la PAC décidée par Julien Denormandie, c'est qu'il y a un vrai coup de poignard dans le dos qui est donné aux agriculteurs bio, puisque voilà, jusqu'à 2018-2019, ils bénéficiaient de cette reconnaissance par les politiques agricoles des services rendus à l'environnement, et là, ils ne vont plus pouvoir en bénéficier. Alors le Green Deal, donc c'est le pacte vert européen, c'est suite aux élections des députés européens, puis au changement de la Commission européenne avec l'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. La Commission a proposé un plan qui s'appelle le pacte vert et qui vise globalement à engager la transition des États membres, enfin de l'Union européenne, notamment sur l'aspect carbone avec une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre par exemple. 2050, c'est ça? J'avais vu neutralité carbone à horizon 2050. Ouais, donc c'est moins 100%, ça doit être 2030. Donc voilà, il y a ces objectifs-là de réduction des émissions de gaz à effet de serre et il y a une déclinaison pour l'agriculture qui s'appelle de la fourche à la fourchette. Je voulais y venir après, donc c'est parfait ça. Ouais, et donc qui fixe aussi des objectifs à l'agriculture en termes de réduction de pesticides, moins 50% d'ici à 2030, qui fixe des objectifs de réduction des engrais azotés, moins 20% en 2030, qui fixe des objectifs de réduction d'utilisation d'antibiotiques, notamment dans les élevages, qui fixe aussi une augmentation des surfaces en agriculture biologique à 25% en 2030. Et dernier point, qui fixe à 4% les terres agricoles qui devraient passer des terres qui devraient passer en surface d'intérêt écologique. Donc voilà, donc ces objectifs-là, nous on les trouve plutôt intéressants. On se dit que voilà, ça peut contribuer effectivement à atteindre les objectifs, que de chercher à atteindre ces objectifs, ça peut enclencher aussi la transition. Mais ce sont des objectifs, c'est un pacte, s'il n'y a pas de budget derrière, c'est la PAC qui va traduire ça. Alors tout est le combat politique du moment est en plein dans cette question-là, c'est-à-dire que en fait ce qui a été décidé, c'est que les plans stratégiques nationaux des États membres, donc la PAC, ne devraient pas chercher à atteindre ces objectifs du pacte vert. Ce qui paraît un peu étrange de prime abord, et parce qu'en fait il y a un vrai combat politique là-dessus. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui où le pacte vert n'a aucun lien contraignant avec la PAC. Donc sans doute que ça va venir en 2025 ou 2027, mais nous on aurait voulu que ce soit vraiment ce soit pour la PAC suivante. Mais ça c'est vraiment extrêmement dommage qu'on n'ait pas pu avoir cet objectif-là qui soit atteint par les PAC, parce qu'on va encore perdre trop d'années en fait. Et donc typiquement le PSN français, avec l'absence d'ambition dans les décisions qui ont été prises, ne va pas, on le voit clairement, ne va pas contribuer à atteindre ces objectifs-là. Donc nous, on demande effectivement à la Commission européenne, qui malgré tout va essayer de le prendre en compte, mais elle n'y sera pas obligée, de véritablement être la plus ambitieuse possible dans l'application du pacte vert, même si elle n'y est pas obligée. Donc voilà, on verra jusqu'où va aller la Commission européenne. Là, ici, on est au Salon de l'Agriculture, on est dans une campagne électorale. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de la place qui est faite à ces questions dans le débat public et aux perspectives politiques qui s'esquissent là pour les mois qui viennent? Jusqu'ici, c'est vrai que les sujets agricoles et alimentaires, ils n'ont pas eu une grande place dans le débat présidentiel. Alors on a vu, notamment avec le Covid, qu'on a frôlé les crises d'approvisionnement dans les magasins, qu'il y a des véritables inquiétudes, que effectivement l'approvisionnement au circuit court, il a quand même explosé, que voilà, il y a je pense une forme de prise de conscience parmi nos concitoyens que voilà, l'alimentation c'est pas quelque chose qui est gagné, c'est quelque chose, on est sur un système alimentaire qui est fragile. On a eu aussi un phénomène d'explosion de la précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est entre 5 et 7 millions de nos concitoyens qui doivent faire appel à l'aide alimentaire dans un pays comme la France. Et ça c'est quelque chose qui nous interpelle fortement, elle nous dit mais en fait il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, et c'est pas parce qu'on a de la bouffe pas chère, c'est pas parce qu'on a de l'alimentation low cost que les gens peuvent l'acheter. Donc en fait l'alimentation toujours moins chère avec des paysans qui sont payés toujours moins cher, en fait c'est pas ça la réponse pour que nos concitoyens puissent se nourrir. Donc on voit bien qu'il faut repenser l'entièreté du système agricole et du système alimentaire, au moins au point de vue national et aussi au point de vue européen et au point de vue mondial. Et donc voilà, donc on espère que cette question-là
là, elle va prendre de l'ampleur dans les débats. On voit aussi qu'avec le conflit en Ukraine, on risque des émeutes de la faim dans un certain nombre de pays parce que l'importation de blé, parce que la Russie et l'Ukraine sont des grands pays exportateurs de matières premières agricoles, notamment les céréales. Et avec la flambée du pétrole, on voit bien que ça va mettre en difficulté de manière très importante un certain nombre des pays qui étaient déjà... Avant la crise, il y avait déjà 2,4 milliards de personnes qui étaient en situation d'insécurité alimentaire au niveau international. Là, ça va encore renforcer ce phénomène-là. Et ce qu'on sait bien, c'est que le changement climatique, notamment, a déjà eu pour conséquence une augmentation des prix. On a eu plus de 30% cette année. Enfin, on voit bien sur les 15 dernières années, on a eu 3 crises alimentaires sérieuses au niveau international. Et donc, on voit bien qu'il va falloir sérieusement aussi revoir nos modalités d'échange des produits agricoles pour vraiment qu'on puisse enfin avancer sur la faim dans le monde. Pour terminer, est-ce qu'il y a un sujet autour de la réforme de la PAC qu'on n'a pas abordé et que vous jugez important et qui n'est pas assez mis en avant? Oui, je peux en parler. Un sujet peut-être, c'est sur les fruits et légumes. La France importe aujourd'hui 50% de sa consommation de fruits et légumes. D'accord. Et dans un grand pays agricole comme la France, c'est extrêmement dommageable. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle les importe, notamment à cause de la concurrence intra-européenne, avec notamment les Espagnols qui produisent des fruits et légumes à bas coût, avec de la main-d'œuvre saisonnière migrante, avec des normes sociales, environnementales, fiscales qui leur sont très favorables et voilà, là on a vraiment des problématiques de concurrence intra-européenne, donc c'est un sujet qu'il va falloir travailler. Une autre raison, c'est parce que les producteurs de fruits et légumes, notamment, ils ont quasiment pas d'aide de la PAC. D'accord. Et donc nous, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir une... Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins d'hectares en fait. Exactement, parce qu'ils ont moins d'hectares. Et donc nous, ce qu'on aurait vraiment aimé, c'est avoir une véritable réorientation des aides vers les producteurs de fruits et légumes qu'on n'a pas eu. Et voilà, là ça fait partie des sujets aussi qu'il va bien falloir aborder parce que voilà, c'est quand même absolument incroyable qu'on en soit rendu à ce point-là sur la situation des fruits et légumes. Au-delà du site internet de la plateforme, est-ce que vous conseillez un support audio, Oui. Audio ou autre, ou un livre pour creuser un peu plus ces questions-là? Pour bien comprendre comment ça se passe, la négociation de la PAC, je pense que pour tous les amateurs de séries politiques, ça peut être intéressant. Il y a un documentaire qui a été créé, qui s'appelle La négociation, qui suit Stéphane Le Foll dans ses discussions au niveau européen. Ok, donc il est en accès libre sur Vimeo. Ça date de 2015-2016. Ouais, je sais plus exactement, mais il est disponible sur Vimeo gratuitement. Ok, d'accord. Très intéressant. On remercie Mathieu Courgeot pour son expertise. Pour terminer cet épisode, on a choisi de laisser la parole à Christophe Goiset, paysan et éleveur de l'Ariège, que nous avions interviewé en 2021 et dont l'entretien constituait en novembre dernier le 14e épisode du podcast. D'ailleurs, pour rentrer vraiment plus dans les détails sur les pratiques vertueuses dans le domaine agricole, et notamment sur les enjeux autour de l'agriculture dite biologique, je vous renvoie à cet épisode qui abordait les sujets gravitant autour de la paysannerie en adoptant un prisme véritablement de terrain. À titre personnel, je trouve que les deux épisodes se complète bien celui d'aujourd'hui, abordant ces sujets autour de l'agriculture plutôt à une échelle macro, avec en ligne de mire la réforme de la PAC, et celui publié en novembre plutôt à une échelle micro. Et donc, le jour où je l'ai interviewé, Christophe a également apporté un témoignage de son expérience d'élu d'opposition à la Chambre départementale d'agriculture de l'Ariège. Un point de vue intéressant qui illustre les blocages politiques et les écueils qui se dressent encore et empêchent que surviennent de véritables changements à grande échelle dans le système agricole français. C'est ce court passage que nous n'avions pas laissé dans le 14e épisode que vous allez écouter maintenant. Alors, nous, dans l'agriculture, on a 3 syndicats, dont un fortement majoritaire, la FNSEA qui est le majoritaire, qui a toujours été, et puis il y a la Confédération paysanne et la coordination rurale, qui font à peu près chacun 20%, quoi, aux élections des chambres d'agriculture, puisque c'est un peu le baromètre. Donc c'est vrai que moi, j'ai plutôt le discours de la Confédération paysanne, d'ailleurs j'y adhère, mais je ne veux pas résumer cet entretien uniquement à ça, parce que je ne veux pas qu'on puisse traiter les personnes qui portent ces idéologies de gauchos ou autres, parce que là, il ne faut plus regarder les
les étiquettes. Il faut travailler ensemble pour que ça change. C'est vrai que la FNSEA, aujourd'hui, elle nous prend même des termes comme la souveraineté alimentaire et elle est capable de faire tout à fait l'inverse dans sa façon de gérer l'agriculture. Il y a un combat sur la question de la communication, du coup, aussi. Tout à fait, on n'est pas sur les mêmes échelles de moyens. Ils ont l'ensemble des chambres d'agriculture, ils ont tous les réseaux et ils ont les réseaux annexes aussi. Au niveau de l'écoute, ils sont 1000 fois plus écoutés que les autres syndicats. Et c'est vrai que la position de la FNSEA au niveau de la politique agricole, c'est elle qui dicte un peu les choses, quoi. C'est-à-dire, par exemple, nous, on avait demandé une revalorisation des premiers hectares de la PAC, puisque quand même les États, ils ont une marge pour gérer leur enveloppe, si tu veux. Il y a eu une renégociation là cette année. On aurait pu faire en sorte de modifier un peu les critères agricoles, de refavoriser certains systèmes, de refinancer de lui-même par rapport à du matériel et des investissements mécaniques, on va dire. Ça ne s'est pas fait, non. Non, même on avait obtenu par le passé une revalorisation des 52 premiers hectares sur une ferme. On pouvait faire mieux cette fois et ça a été le contraire. La prise en compte des petites fermes, c'est très peu fait. Avec la diversification que je te disais, c'est quasiment pas fait, quoi. Tout ça, ça prend des enveloppes de financement qui sont énormes qu'on pourrait redistribuer autrement. Un plafonnement, moi je connais des personnes qui touchent 200, 300, 400, 500, même jusqu'à 600 000 euros dans l'Ariège. Quel indépendant, on va dire, restaurateur ou petit commerce touche ce volume d'aide? Ouais, c'est incohérent. C'est pas un ordre de grandeur qui est raisonnable. Tout ça pour financer 1, 2, 3 actifs. Tu vois, encore souvent c'est un. Parce que quand tu parlais de l'humain tout à l'heure, tu évoquais la vie d'un producteur de lait. Oui. Mais en fait, c'est aussi, par exemple, le nombre d'actifs qui vont être recrutés dans une exploitation agricole. Souvent, le bilan carbone, il est mauvais. Les complémentarités entre les productions, elles n'y sont pas. D'ailleurs, il y a des élevages laitiers qui reviennent uniquement à l'herbe parce qu'ils se sont aperçus que ce système-là, il était incohérent. Et du coup, ils s'en sortent mieux. Ou ils font une conversion en agriculture biologique parce que le lait est mieux payé quand même. Il est correctement payé en agriculture biologique. Alors, même si les grosses exploitations produisent des gros volumes de production, c'est dommage pour la qualité de l'alimentation, la qualité de l'entretien de l'environnement et tout ça. Et surtout les prix qui sont faussés aussi. Parce que là, la grande distribution avec l'agro-industrie, ils nous trompent. C'est un gros argument. C'est un gros argument. Et... dire, le bio, c'est cher. Voilà. Et le prix du lait qui est pas cher dans les supermarchés, avec toutes les charges indirectes qui sont mises, à la fin, j'aimerais voir le résultat si on faisait le calcul. Et là, il y a tromperie au consommateur, quoi. Entre agriculteurs bio et conventionnels, il y a toujours un fossé quand même qui n'est pas facile à passer, quoi. Je dirais plus qu'il faut sortir des étiquettes justement par rapport aux citoyens et aux consommateurs parce que avec les industriels et les agriculteurs, il faudrait aussi, mais c'est compliqué parce qu'en interne, on n'est pas en position de force. J'ai essayé, moi, je suis élu d'opposition à la Chambre d'agriculture, on est 3 sur une vingtaine. Ce qu'on dit, ça pèse très peu et je m'aperçois que pour avoir une évolution, je serais mort où il y aura eu un petit chouïa d'évolution, peut-être, quoi, c'est pas sûr. Pourtant, j'ai travaillé justement à l'abattoir de Saint-Giron, il a été sauvé sans la Chambre d'agriculture, ils étaient contre à l'époque, ils étaient pour la fermeture de l'abattoir, et il a été quand même sauvé grâce à une association d'éleveurs, la Confédération Paysanne et le CIVAM Bio, au niveau agricole, quoi. Et la collectivité, les élus de Saint-Giron au niveau politique. Donc on peut faire des choses aussi sans eux, on peut gagner des batailles. S'ils sont là, parce qu'ils ont la majorité, c'est mieux, c'est plus facile à gagner, mais s'ils sont pas là, ça reste difficile. Donc on peut gagner d'autres batailles que si on a le citoyen et le consommateur avec nous. Moi je me dis, même les agriculteurs qui sont au sein de la FNSEA ou qui, en termes d'opinion ou en termes de pratique, vont plutôt dans le sens de la FNSEA, quelque part ce sont tes collègues aussi, tu vois, vous faites le même métier, c'est juste que vous ne le pratiquez pas de la même manière. Moi j'arrive à discuter avec eux parce que je suis quand même issu du milieu agricole de par la transmission. C'est plus difficile si par exemple tu veux inviter un urbain néo-rural, c'est plus difficile. Néo-rural pour faire sa place, c'est très difficile. Et si tu n'as pas 3 générations d'agriculteurs au cimetière sur ta ferme, par rapport aux autres, tu dois faire tes preuves. Tu manques de crédibilité, quoi. Tu dois faire tes preuves, c'est exactement les termes qu'ils emploient. Donc si tu te mets à produire un peu différemment, à penser différemment, à vouloir peser dans les instances autrement que ce qu'ils font, c'est très très compliqué. Avec ton histoire et ton histoire familiale, eux ils entendent que quelqu'un comme toi puisse leur dire on peut être rentable en faisant du bio, on peut nourrir tout le monde en faisant du bio.
Enfin, ils entendent ça ou... Ils entendent parce que certains d'entre eux font ça. Je connais des personnes qui sont adhérents au syndicat de la FNSEA, qui n'ont pas forcément beaucoup de primes. Quelque part, ils devraient plus être dans un autre syndicat, mais ils y sont quand même parce qu'il y a l'historique du syndicat, quoi. On les prend à la base, ils font la formation. Pour leur projet d'installation, ils passent par la chambre d'agriculture. On leur présente les jeunes agriculteurs, qui est le petit enfant de la FNSEA. On les met dans ce circuit-là. Et on leur fait peur quelque part parce que les aides, il faut prendre les aides, il faut passer dans le circuit pour toucher les aides. Donc on les met dans ce circuit-là. Et c'est vrai que certains d'ailleurs font une agriculture vertueuse. Certains même sont allés jusqu'au bio. Certains font de très bons produits. Mais on ne change pas ce modèle, quoi. Tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé pour l'abattoir. À l'époque, ils étaient contre. Là, on a un président de chambre qui est redevenu un peu favorable. Il a décidé de nous aider pour maintenir l'outil de travail. Les élus qui sont au niveau de la FNSEA, on pourrait travailler ensemble et ils ne le font pas. Ils ont récupéré le bébé quelque part. Il y a très peu moyen de discuter ensemble pour porter des trucs. Et alors, il y a des faux sujets aussi. Dans notre département, le sujet qui prend le plus de place, c'est l'ours. C'est pas la qualité des produits, c'est pas... L'ours, il passe devant tout. Il passe devant la transmission, il passe devant... Voilà, et c'est un sujet de polémique où il y a des tensions, on finit d'attiser les tensions. On arrive au terme de cet épisode. On remercie Mathieu Courgeot et Christophe Goiset pour le temps qu'ils nous ont consacré. Vous trouverez dans l'article du blog le lien du site internet de la plateforme Pour une autre PAC, qui offre une grande quantité d'informations autour de la politique agricole commune et de sa réforme actuelle. Par son importance, la PAC est, à bien des égards, un élément structurant de notre modèle agricole. En pleine campagne électorale, il convient donc d'être attentif aux propositions des différents candidats et candidates sur ces sujets. Car, vous l'avez compris, nous sommes à un moment charnière dans la définition de notre feuille de route, le plan stratégique national, pour mettre en œuvre la PAC 2023-2027, et le prochain gouvernement aura encore une marge de manœuvre d'ici l'automne 2022 pour revoir sa copie et répondre aux ambitions formulées par le Pacte vert européen en 2019. On espère que d'une certaine manière, ce podcast a déjà participé à vous informer et qu'il servira à éclairer, entre guillemets, votre lecture des programmes électoraux. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.